aux intérêts multinationaux, françaises et autres. Autrement dit, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire qu'il y aurait en Afrique des guerres interethniques, on a d'abord et avant tout des guerres qui sont dans des successions coloniales ou néocoloniales et qui opposent des populations contre d'autres populations pour l'intérêt d'abord et avant tout de multinationales et de pays étrangers, notamment de pays impérialistes. Et c'est ça, fondamentalement, qui fait qu'il y a aujourd'hui des raisons politiques aux difficultés économiques. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en France, on nous explique qu'il y a les bons et les mauvais réfugiés. Il y a les réfugiés politiques qui fuient les dictatures et les régimes totalitaires. Eux sont bons. Et encore, même ceux-là n'ont pas obligatoirement le titre de séjour qui va avec après. Par contre, ils nous expliquent les mêmes qu'il y a des mauvais réfugiés. Ce sont les réfugiés économiques. Ah ouais? Ils sont pas bons parce qu'ils partent. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont faim. Hein? C'est pas une raison de partir quand on crève de faim. Sachant en plus que je viens de le dire, que ces raisons économiques ont des ressorts éminemment politiques, et notamment de politique économique, de politique internationale. Notamment quand, par exemple, l'Union européenne va déverser ses produits subventionnés, ses poulets, son lait. Il les déverse dans les marchés d'Afrique subsaharienne à des prix compétitifs au point où les paysans locaux ne peuvent pas concurrencer ces produits qui sont totalement subventionnés. Eh bien, c'est la mort de la paysannerie. Autrement dit, on détruit des économies. Et faut-il développer encore sur le fait que ces terres-là sont spoliées, qu'on va y chercher de l'uranium, qu'on va y chercher du pétrole, des gaz, des métaux rares pour nos téléphones portables et autres, et que tout ça sert évidemment une économie de marché à n'en plus finir, et dans le même temps, ces populations locales sont réduites à l'anéantissement d'un point de vue économique? Eh bien oui. En ce qui nous concerne, il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais réfugiés, il y a des réfugiés tout court qui sont victimes du système de la mondialisation et de l'impérialisme aujourd'hui que nous devons dénoncer, et c'est pour ça que ça me semble important. Et par ailleurs, pour celles et ceux qui sont... vous savez, regarde, on ne peut pas acquérir toute la misère du monde, puis tu vois, finir la phrase quand même, c'était bien, enfin, mais il faut en prendre sa part, etc. Tu vois, pas ça encore, là, autour de la machine à café, en salle des profs, ou tiens, qui a fait du commerce du bon coin, etc. Ah, c'est trop bon ça. Cette sorte d'humanisme bienveillant. Il faut être humaniste, mais ferme. Mais surtout ferme ta gueule. Pour une raison simple. C'est que les premiers pays qui accueillent les réfugiés politiques, indépendamment du fait, si vous regardez la Syrie, s'il y a 5 millions de réfugiés aujourd'hui, l'essentiel sont déplacés, se retrouvent en Syrie, mais que par ailleurs, l'essentiel des pays qui accueillent les réfugiés, ce sont, pour l'essentiel, pour plus de 80%, les pays limitrophes. Et leçon de choses, tout de même, on a des pays qui sont capables d'accueillir, par exemple, le Liban, 1 200 000 personnes, le Pakistan, 1 600 000 personnes de réfugiés, alors qu'en 2015, le top du top de la crise est vraiment... Merkel, et à l'époque Hollande ne savait plus comment faire, il y avait 1 500 000 personnes qui arrivaient dans l'Union européenne. Le Pakistan, à lui tout seul, accueillait plus que les 28 pays de l'Union européenne. Et là, on est totalement débordé, nous disent-ils. Même si 1,5 million, rapporté à la population de l'Union européenne, ça fait 0,2%. Même si 1,5 million, c'est encore beaucoup moins important que les 4 millions d'Européens qui sont partis d'Italie en France, de Grèce en Angleterre, pour des raisons liées au boulot. 4 millions de personnes ont quitté leur pays dans l'Union européenne parce qu'il n'y avait plus de taf. Le Portugal, l'Italie, la Grèce, vous les connaissez, ces pays-là. Autrement dit, c'est 1,5 million de personnes, c'est peanuts, ça représente rien du tout. Si, ça représente évidemment un intérêt politique. Parce que quand tu tapes sur les migrants, tu te fais des voix électorales. Il y a des perspectives du point de vue des sièges électoraux. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la suite. Alors, voilà, je ne reviens pas sur les 10 pays qui accueillent le plus les migrants dans le monde, mais je peux vous assurer que tous ces pays-là, c'est moins de 1,8% du PIB mondial. C'est-à-dire que les pays qui accueillent le plus sont les pays les plus pauvres, par ailleurs. Alors, voilà, je vais aller un peu plus vite parce que je m'étale trop et qu'on n'a pas trop le temps. Ouais, s'il te plaît.
Alors voilà, les flux, vous voyez, il y a des flux évidemment du sud vers le nord, mais on oublie évidemment les flux sud-sud, les flux nord-nord et puis les flux du nord vers le sud. Les populations déplacées, tu peux aller plus vite s'il te plaît aussi, merci. Et deux mots quand même sur les politiques européennes. Deux, trois mots très rapides. L'Europe forteresse, c'est Frontex, c'est la police de l'Union européenne, Frontex. Frontex, c'est très simple. Pour vous donner trois éléments qui me semblent importants. En 2013, en Italie, il y a 335 personnes qui sont naufragées, qui vont mourir sur les côtes italiennes. Se met en place une campagne de solidarité, de bienveillance, de sauvegarde des petites embarcations qui arrivent sur les côtes. Ça permet de sauver des centaines de vies humaines. Seulement l'Italie demande à ce que l'Union européenne prenne la relève. L'Union européenne s'y refuse, et avec Frontex, ils vont mener non pas de la bienveillance à l'égard des petites embarcations, mais la chasse aux embarcations. Et ça va se traduire par 3 fois plus de migrants, 3 fois plus de morts parmi les migrants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je vais vous parler, concernant les politiques de l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les hotspots. Vous savez, l'un des problèmes, c'est que les personnes, lorsqu'elles arrivent dans l'Union européenne, elles arrivent par la Grèce et par l'Italie. Alors, ils ont mis en place des hotspots, c'est-à-dire des concentrations de population avec des infrastructures complètement pourries. Il fait trop chaud, il fait trop froid, la bouffe est avariée, et surtout, ce sont des conditions inhumaines d'enfermement de population à l'intérieur. Dans ces hotspots, il y a des fonctionnaires de Frontex qui viennent et qui regardent les individus et qui choisissent. Toi, t'es bon réfugié. Toi, t'es pas bonne. Toi, t'es pas bonne. Toi, t'es pas bonne. Toi, peut-être. Et ils les prennent, ils prennent leurs empreintes, parfois même à coups de taser, parce que des fois, ils ne veulent pas donner leurs empreintes, des coups de matraque, etc. Ils les violentent. Et une fois qu'ils ont pris leurs empreintes, évidemment, et s'ils sont réfugiés, ils vont les mettre dans un pays. On ne donne pas le choix. Et ils les mettent dans un pays, même s'il est francophone, il peut se trouver dans un pays anglophone, ou réciproquement, ou germanophone. S'il a de la famille ici, il s'en fiche. Ils vont, comme de la traite humaine, prendre des individus, les placer là où ils l'entendent. Mais l'essentiel, évidemment, vont recevoir le titre de non-réfugiés. Et c'est ce traitement inhumain et dégradant qui va se traduire par le fait de renvoyer ces personnes-là vers le pays d'origine, à partir de ces hotspots-là. Donc l'idée, vous avez compris, parce que c'était le fameux Dublin, ça vous parle un petit peu de Dublin, chez les migrants, cette idée, en gros, c'est quand une personne arrivait en Espagne la première fois, elle mettait ses empreintes, si elle arrive en France, et bien lorsqu'elle veut tout simplement vivre en France, on lui dit, ben non, t'es passé par l'Espagne, il faut que tu reviennes en Espagne, et l'Espagne t'accepte ou t'accepte pas. C'était le processus de dublinisation, comme on disait à l'époque. Bon. Et bien là, l'idée, c'est comme ils arrivent beaucoup par l'Italie et la Grèce, l'idée c'était de prendre en Italie et en Grèce et de les placer quelques-uns ici et là. Concrètement, il faut se détendre. Aujourd'hui, les chiffres sont tombés. Il y a l'OFPRA a donné le titre à 45 000 personnes réfugiées aujourd'hui, là, en 2017, sur une année. 45 000 personnes. Je vous renvoie aux 1 600 000 personnes qui vivent actuellement au Pakistan. Comme ça, vous avez un ordre d'idée de combien la France accueille de réfugiés dans son humanité grandissante et bienveillante, etc. C'est vraiment peanuts, ça ressemble à rien, c'est une honte politique. Et le troisième point, au-delà des hotspots, ça a été l'externalisation des frontières. Et la France n'est pas en reste. Mais l'Union européenne l'a décrété avec la Turquie. La Turquie, au prétexte qu'elle allait donc accepter chez elle, retenir les migrants, et je vais vous dire pourquoi, pour quelle raison, la Turquie a reçu 6 milliards d'euros de l'Union européenne, comme par ailleurs, 6 milliards d'euros, la possibilité peut-être de renégocier et d'entrer dans l'Union européenne politiquement, et puis, évidemment, il faut comprendre que les conditions de vie à l'intérieur de ces camps en Turquie sont totalement déplorables. Celles et ceux qui vivent dans ces camps-là vivent dans des conditions totalement inhumaines. Et puis, ça n'a pas été dit, ça a été dit pour la Syrie mais pas pour la Turquie, il y a de l'esclavagisme, de la traite humaine, au sens propre et figuré du terme, en Turquie. Par exemple, des femmes sont vendues pour 700 €, indépendamment du fait qu'elles soient vendues. J'insiste malgré tout sur la dimension financière, pécuniaire, pour comprendre à quoi ça renvoie. 700 €. Un enfant est vendu 150 € pour travailler 10 à 12 heures par jour. Et ça, ce sont des chiffres, des données qui nous viennent d'ONG qui ont travaillé justement et qui ont dénoncé cette politique de l'Union européenne. Et pourquoi l'Union européenne a fait ça avec la Turquie? Tout simplement, si peut-être qu'il y a une carte qui arrive après, peut-être, vas-y avance encore s'il te plaît, donc Frontex fait la chasse. Je me permets, dans l'objectif, évidemment, ici,
de casser ce qu'on appelle la route des Balkans. C'est-à-dire cette route qui mène de la Turquie vers le reste de l'Union européenne en passant par la Grèce, en cassant ici la route des Balkans. Ça se traduit concrètement, de fait, par 3 fois moins de passages, parce que les frontières ont été fermées, mais les personnes, du coup, sont passées par les voies centrales de l'Est ou de l'Ouest de la Méditerranée, en passant ici, généralement, par la Syrie, l'Algérie ou le Maroc. Pour vous donner un ordre d'idée, certains des migrants que nous avons rencontrés ont mis 4 ans pour passer de Homs à Melilla, qui est une enclave espagnole au Maroc. 4 années de voyage, si j'ose dire, avec plein de guillemets sur voyage, qui quitte la Syrie pour arriver au Maroc et ensuite être embarqué dans un bateau qui, selon qu'on est sur le pont, 2000 € ou dans la cale, 700 €, financièrement, vous voyez, tout le monde ne peut pas se faire ce voyage-là. Certains migrants, je pense à moi-même, qui m'expliquait, lui qui vient d'un autre endroit, que certains, pour pouvoir poursuivre leur voyage, ont dû vendre un rein, se séparer d'un rein. Parce qu'il y a des trafics d'organes aussi, qui permettent d'avoir un peu d'argent pour pouvoir poursuivre le voyage. Eh bien, ce passage de là à ici s'est traduit du coup par une explosion du nombre de morts, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus dangereux la mer Méditerranée. Et quand Frontex et l'Union européenne organisent cela, coupent la route des Balkans, ils savent pertinemment qu'ils vont tuer des individus, des migrants et des migrantes. C'est une politique, pas simplement raciste, discriminatoire de ce point de vue-là, c'est une politique évidemment meurtrière. Et d'un certain point de vue, on a un paquet à penser qu'il y a quelque chose qui relève de la programmation de la mort. Je n'utiliserai pas obligatoirement le terme de génocide pour ne pas faire des polémiques à deux balles, mais Frontex sait pertinemment qu'il va y avoir beaucoup plus de morts par ces routes centrales de la Méditerranée qui sont ici. Alors, évidemment, vous en comprenez bien les enjeux politiques, c'est que les pays des Balkans ne veulent surtout pas des réfugiés. En Hongrie, on y fait la chasse, il y a des milices qui sont des individus qui se retrouvent milices, qui sont armés par l'État et qu'ils appellent eux-mêmes d'ailleurs des chasseurs, voilà, et qui vont faire la chasse aux migrants et aux migrantes. Voilà la politique de l'Union européenne à cette échelle-là. Alors, ça, ce sont les centres de rétention administratifs. Vous les voyez, les CRA ne sont pas qu'en France ou que dans l'Union européenne. Vous en avez, c'est très bizarre, vous voyez, ailleurs aussi, c'est l'externalisation des frontières. Et cette externalisation des frontières se fait ici, évidemment, par le biais, alors voilà la fameuse route des Balkans dont je parlais tout à l'heure, qui permet de passer par la Hongrie, l'Autriche, j'ai pas pu en développer vers l'Allemagne. Vas-y, tu peux s'il te plaît avancer. Et donc, voilà, c'est ce que je disais globalement concernant le passage à partir de la mer Méditerranée, vous voyez, puisqu'ils font le détour par la mer Méditerranée pour rejoindre la côte de l'Italie, s'il te plaît. Merci. Et voilà les routes qui sont fermées, je passe, continue. Voilà, ce sont des barbelés rasoirs qui sont fabriqués, qui sont faits pour blesser mortellement, qui sont mis sur les routes des Balkans, mortellement. Ce n'est pas des barbelés points, ce sont des barbelés rasoirs qui, lorsque vous êtes blessé, ce sont des blessures mortelles qui vont amener des hémorragies très profondes. Poursuis, s'il te plaît. Et vous avez ici donc le deuxième grand marché des frontières, la deuxième grande vague d'externalisation. Macron nous le déclare, on est en 2016, on est au sommet d'un G8, et vous avez là Macron et ses comparses du G8 qui proposent rien de moins à la Syrie de jouer le rôle de filtre, de jouer le rôle d'arrêt des migrants, sachant qu'en Syrie ce sont des milices qui règnent, la Syrie est cassée en deux. Pardon, Libye, excusez-moi. En Libye, ce sont deux milices, ce sont deux camps qui se regardent en Libye avec des milices qui évidemment font de l'esclavagisme, font du viol, font de la violence, des politiques d'abattage continu, chronique. Et c'est avec eux que le gouvernement italien, que le gouvernement français, que tous les gouvernements de l'Union européenne, eh bien, financent, signent des traités pour bloquer dans ce que les migrants et les migrantes eux-mêmes appellent l'entonnoir de l'horreur. Vous voyez qu'ils viennent aussi bien de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique de l'Est. J'accélère rapidement, voilà, parce que, bon, peu importe, c'était une vidéo pour vous montrer la répression à Montréal, dans un camp de rétention administrative.
mais on ne va pas l'envoyer. Et là, c'est terminé. Juste pour vous dire un mot, avant de terminer, juste pour vous dire un seul mot sur la finalité de tout cela. Très récemment, Macron, dans son voyage de la France-Afrique, voilà, fait comme ça, il a dit la chose suivante, donnez-moi des exemples de passeurs belges, français, ou